Curieuses et curieux, bonjour. Avant de commencer, un petit mot sur le sponsor de cette vidéo que je remercie chaleureusement pour son soutien. Je l'ai dit précédemment, je suis très difficile sur le choix des sponsors, je vais être très difficile sur le choix des sponsors, ce seront des petites PME ou des particuliers ou des gens en qui je crois, ou alors des entreprises qui me proposent un produit qui me semble cohérent avec ma chaîne et qui me semble être une offre intéressante pour vous. Alors croyez bien que c'est avec grand plaisir que je vais vous parler aujourd'hui du navigateur web Opera. Eh ben quoi, vous connaissez pas Opera ? Mais vous savez sacrément bien fait de cliquer. Opera, c'est clairement le navigateur le plus pratique que je connaisse. Son interface est efficace, intuitive, intelligente. Et ce qu'il fait comme les autres, eh ben, il le fait en mieux. Alors je sais, il faut des preuves. On y vient. Mon petit coup de cœur perso, parce que je suis un petit peu bordélique, c'est clairement la barre latérale gauche. On peut y mettre absolument tout ce qui concerne les réseaux sociaux, hein, donc Twitter, Instagram, Facebook, etc. Messenger aussi. Et boum, en un clic, voilà, on n'est plus avec des onglets, des machins. Mais on peut y mettre aussi Spotify, Deezer, Apple Music. Et puis alors, il y a un lecteur qui reste, et vous écoutez votre musique tranquille. Bref, ce que je kiffe vraiment, c'est que ce qui prenait plein d'onglets, hein, et pour moi qui fais des recherches, je peux vous dire que des onglets, des fois, j'en ai... Et bien ici, c'est simplement une petite barre d'outils accessible à tout moment. Voilà, vous rangez les bidules que vous avez l'habitude de mettre et ça devient une barre d'outils. L'évidence. Cette bouffée d'air frais, je vous jure. Vous pouvez même, attention, je vais faire mon vendeur de tapis, vous pouvez même, et là on atteint les strates du génie, détacher une vidéo YouTube et la laisser jouer par-dessus toute votre navigation. Comme ça, dans le coin du navigateur, tout en surfant. Si c'est pas du génie, alors c'est qu'ils ont piqué l'idée à Einstein. Je ne vois pas d'autre hypothèse possible. Bref, vous l'aurez compris, hein, vous avez moult gadgets absolument épiques à disposition. Par exemple, Opera embarque un raccourci pour faire des captures d'écran. Parce que moi, avant Opera, eh ben, j'étais un gros boomer qui faisait des print screens sur son clavier. Et puis ensuite, je collais ça dans un éditeur d'images que je ne nommerai pas. Et puis ensuite, je croppais, puis je sauvegardais en JPEG, puis je... Non mais ce temps de gagner, sérieux. Et Opera ne perd pas le nord puisqu'il intègre un VPN gratuit. Hein ? Perd pas le nord, VPN ? Tu l'as ? Ainsi qu'un adblock gratuit. Ça y est, le truc pour virer les pubs, quoi. Pas d'abonnement, pas de paiement, pas de login. Je suis même pas en train de vous vendre un truc. C'est sponsor, c'est pour vous faire télécharger un truc gratos, les amis. Mais carrément. Moi, quand c'est comme ça, je refuse pas, quoi. En plus, le produit est bon. Il suffit d'aller dans la description et de suivre le lien. Essayez au moins, juste essayez, juste téléchargez-le. Bon voilà, vous en faites pas pour la config, hein. Je sais que ça c'est le truc qui fait toujours un peu peur. Mes mots de passe, mes trucs, mes bookmarks, mes machins, toutes vos infos, tous vos favoris vont être transférés en un clic. Et ils resteront dans votre autre navigateur, il n'y a pas de problème, vous n'allez rien perdre. Vous n'avez qu'à y gagner dans cette histoire, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Non mais ils ont pensé à tout, vous n'avez pas d'excuses. Oui, peut-être que... Non. Franchement, ne pas le faire, c'est... voilà. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, mon dernier argument, ce sera de vous demander de faire exploser leur compteur de téléchargement, parce que comme ça, ils verront qu'ils ont bien fait de sponsoriser cette vidéo, de soutenir ma chaîne, et de soutenir mon travail, de permettre qu'il existe. Moi, quand c'est comme ça, j'appelle plus ça une sponsor, j'appelle ça un cadeau. Je vous fais un cadeau, vous m'en faites un, on s'en fait un, on s'en va, tout le monde est content. Merci Opera, en plus c'était très cool de dealer avec vous. On passe tout de suite à la vidéo qu'il nous offre maintenant, le Mr. Who, dans lequel je rencontre le bien nommé Gaïs de la chaîne Geek & Fit. C'est à nous deux. Vous allez voir, c'est cool. Téléchargez Opera. Téléchargez, vite. Curieuses et curieux, bonjour, bienvenue dans cet épisode spécial de Mr. Who. Aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel, un invité de marque, parce que, mesdames et messieurs, et oui, la zététique, c'est aussi du sport. Bienvenue Gaïs dans cette émission qui va à mon avis être assez particulière. Donc là tu es Gaïs de Geek & Fit. C'est ça, c'est le nom de ma chaîne et au départ c'était le nom de ma chaîne. Finalement maintenant les gens m'appellent Geek & Fit. Donc du coup c'est devenu on va dire mon nom de scène. Mais au départ je m'appelle Gaïs Gelaya en fait. Et tu souffres du syndrome de Link qu'on appelle Zelda et de Luke Skywalker qu'on appelle Star Wars. Ah ouais, c'est ça. Donc, je vais t'appeler Geek & Fit. Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Mais de toute façon, je l'ai accepté. Et puis, en plus, j'ai plein d'autres surnoms qui ont dérivé de là. Parce que du coup, j'ai pas mal, on va dire, pas d'ennemis. Mais, quoique, on pourrait dire que eux se qualifient comme mes ennemis. Moi, je m'en fous. Mais en tout cas, je me fais surnommer de toutes les façons possibles et imaginables. Alors, ça va du Grec & Frit. J'ai aussi Jack & Fit, Geek & Fifre,
Pas mal. Ouais, il y en a plein. Moi qui me plaignais de mon Mr. Sun. Non, moi j'ai tout. Bientôt j'aurai Geek and Faf peut-être. Ah, Geek and Faf, ça peut. Et en fait, je m'amuse parce que maintenant, en fait, les gens sur Twitter, depuis que je me suis un petit peu mis à Twitter, du coup, je tourne ça un peu en autodérision et j'essaie de trouver des nouvelles façons. Donc il y en a qui ont trouvé Giclen Fist, Giclen Fuite. Qu'est-ce qu'il y a il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Mais alors du coup, parce que tout le monde ne connaît pas ta chaîne quand même, qu'est-ce que tu proposes vraiment sur ta chaîne? C'est quoi ta particularité? Alors, Geek and Fit, du coup, c'est au départ le nom Geek and Fit, parce que je vais l'expliquer comme ça un peu. Au départ, le nom Geek and Fit, ça me venait du fait que moi, je suis quelqu'un qui voulait apporter le sport à des geeks. D'accord? Donc en ayant un aspect pop culture. C'est vrai que le sport, les geeks. Voilà, c'est ça. Ça coule pas de source, quoi. C'est pas très, comment dire. Il y a un marché. Voilà, c'est ça. L'univers est. Mais aux États-Unis, il y a un mec qui avait fait notamment son blog qui s'appelait Nerd Fitness. Et ça fonctionnait bien. Et moi, je trouvais ça cool, tu vois, d'apporter un peu ce côté-là en France. Et du coup, moi, je fais du sport. Et je voulais l'apporter au maximum de personnes, on va dire. Et puis ça a dérivé, et maintenant je me reconnais toujours dans mon pseudo, entre guillemets, enfin en tout cas dans le nom de ma chaîne qui s'appelle Geek and Fit, mais plus le côté passionné, c'est-à-dire passionné vraiment de sport et qui va vraiment dans le détail. Et du coup, maintenant, par la force des choses, comme j'aime beaucoup aller dans le détail, je me suis intéressé à ce qui se fait au niveau science. Ah voilà. Et voilà, t'as mal tourné. Voilà. Et voilà, c'est arrivé du côté obscur de la farce. Et ouais mon gars. C'est exactement ça. Et donc tu te retrouves chez les zététiciens en train de taper les doigts de tout le monde parce que les études ne disent pas que blablabla. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait maintenant je suis plutôt du côté de la personne qui va être très critique, notamment vis-à-vis de l'industrie et de toutes les bêtises qui sont véhiculées. Au départ, moi je voulais juste faire le plus précis possible. Et en fait, tu te rends compte que oui, tu vas apporter des conseils précis, mais si tu ne vas pas démonter les conseils qui sont mauvais, en fait, c'est un peu comment est-ce qu'on fait pour vraiment apporter la connaissance aux gens. Oui, parce que toi, tu es quand même dans un milieu, le fitness, c'est un petit peu comme tous les milieux qui ont trait au bien-être, à la santé. Il y a énormément de conneries qui circulent. Et donc, comment c'est arrivé d'ailleurs? Comment tu t'es dit à un moment donné, merde, il y a un truc qui va pas dans ce truc-là? Alors, en fait, c'est juste parce que moi, au départ, je croyais comme tout le monde à tout ce qui se disait. Et même si l'aspect un petit peu plus connaissance poussée m'intéressait, j'étais pas capable de détecter la bonne information nécessairement. Et en fait, quand ça fait plus d'1, 2, 3 ans que tu es dans le milieu, tu te rends compte que tous les 6 mois environ, il y a une nouvelle lubie qui te fait totalement changer ta façon de voir les choses. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible que tous les 6 mois, on change complètement de paradigme au niveau scientifique. T'as un exemple en tête qui viendrait par exemple, on a eu, typiquement, parce que j'ai la chance de lire en anglais. Voilà, moi je suis, on va dire, grosso modo bilingue, même si c'est un terme qui n'est réservé normalement qu'aux natifs, voilà, mais qu'aux gens qui ont des parents, bref, on s'en fiche. Mais dans l'idée, je lis très facilement en anglais. Et en fait, en France, ça faisait très longtemps qu'on disait qu'il fallait manger 6 repas par jour pour faire du muscle. Tu vois, faut manger 6 repas par jour, sinon tu vas être en catabolisme musculaire, tu vas jamais réussir à construire du muscle, voilà. Et donc, moi j'obsédais sur le fait de manger toutes les 4 heures. Si je mangeais pas toutes les 4 heures, j'étais pas content. Puis là, tu as un truc qui arrive, ça s'appelle le jeûne intermittent. Voilà, le jeûne intermittent. En fait, les mecs, ils réussissent à être super musclés en se privant de manger pendant 16 heures dans la journée. En comptant la nuit, donc 8 heures plutôt dans la journée. Mais du coup, tu te dis, mais attends, mais c'est... pourquoi? Et puis après, tu sais, ça faisait un petit peu des guéguerres cycliques. Comment tu fais pour savoir? Le jeûne intermittent, je fais une petite parenthèse, il ne faut pas le confondre avec le jeûne intégral. Oui. Le jeûne intermittent a des bénéfices, ça c'est soutenu par les publications scientifiques. Le jeûne intégral, c'est un peu plus discutable. Oui. C'est un peu plus délicat, il y a beaucoup de conneries qui se disent dessus. Oui, c'est ça. En fait, pour le faire simplement, le jeûne intermittent, c'est une méthode d'amener un déficit calorique, en fait, donc de manger moins, qui est
à peu près aussi valable que les autres. Enfin, il y a des petites nuances à avoir, mais de façon globale, c'est une façon, on va dire, simple, en tout cas, de moins se prendre la tête pour avoir un déficit calorique. Au-delà de ça, voilà, il n'y a pas des propriétés magiques non plus, hein, mais c'est tout à fait viable. En revanche, le jeûne intégral, bon bah là, ça devient plus complexe, surtout si ce n'est pas supervisé médicalement. Parce qu'il y a par exemple des cas d'obèses, notamment un cas très particulier, une étude de cas de quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 1 an. Alors là, on pourrait se dire, oh, pas manger pendant 1 an, il a réussi. Mais oui, mais il était supervisé médicalement pour qu'il ait tous les micronutriments nécessaires. Donc en fait, on lui filait basiquement des minéraux, des choses comme ça, pour que dans son eau, enfin voilà, il ait suffisamment pour se contenter de ce qu'il avait déjà. Il a perdu tout son poids excédentaire, il semblerait qu'il ne l'ait pas regagné, je ne me souviens plus de la publication en détail, donc je ne vais pas, voilà, mais dans ce genre de cadre-là, ça peut être intéressant, 95%, on va dire même 99% de ce qui est dit sur le jeûne intégral, genre oui, mais les bénéfices santé, mais ça fait de l'autophagie, je sais pas quoi, ça ne vaut pas les risques qu'on prend en ne mangeant pas. Il y a beaucoup d'accidents d'ailleurs avec les jeûnes intégraux. Oui. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent sur la chaîne, si vous avez remarqué que moi-même j'ai perdu 25 kilos ces 4 dernières années, c'est parce que je me suis mis à pratiquer le jeûne intermittent, ça a été radical. Voilà. Toutes les sources de nos propos sont évidemment dans la description. Parce que oui, Gaïs, nous allons devoir sourcer tout ce que nous racontons. Oui, oui. Oh là là, terrible. Vraiment, Terrible. c'est pas comme si je le faisais tout le temps sur ma chaîne YouTube. Exactement. Et ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est que tu es peut-être un de ceux qui sourcent le mieux ces propos actuellement sur les réseaux. Je vois vraiment presque toutes tes interventions, il y a quelque chose derrière, il y a de la littérature, tu peux faire référence à quelque chose, je trouve ça admirable, tu as vraiment le bon réflexe. À ce niveau-là, je trouve ça assez exemplaire. Merci, c'est gentil, mais en fait, c'est un réflexe obligatoire dans mon domaine. C'est-à-dire que si tu ne sources pas tes propos, tu es un mariole. C'est vraiment ça. Nous, on est dans le milieu au niveau... Enfin, moi, je pense être dans le milieu de l'evidence-based, d'accord? Donc, il y en a qui parlent d'evidence-based medicine. Moi, c'est pas de la médecine, c'est plutôt evidence-based practice, evidence-based fitness. Mais en tout cas, on est dans de l'evidence-based. Et si tu ne dis pas d'où ça vient, même si ça vient, tu vois, ça peut venir d'expériences de terrain. Bah, c'est pas grave. Mais il faut le dire, quoi. Mais il faut le dire, en fait. Et si tu dis pas d'où ça vient, les gens vont te dire, cool bro, mais... Oui, il n'y a pas de problème à apporter son expérience personnelle, évidemment. Ouais. C'est pas que l'expérience personnelle vaut rien. Ce qui est problématique, c'est quand on la fait passer pour autre chose. Voilà. Ce que font énormément de coachs sportifs et... De tout le monde. Tout le monde. T'as toujours... Les zététiciens aussi, je précise. Oui, mais t'as toujours ton cousin René qui va te dire « Ouais, moi j'ai fait ça et c'était vachement bien, tu vois. » Il va même pas le dire « Moi j'ai fait ça », il va dire « Ça, c'est vachement bien. » Et tu dis « D'accord. » Il sait de quoi il parle. Voilà, exactement. J'ai pris du muscle quand même. J'ai eu un conseil d'expert. Voilà, c'est ça. Et après, le coach de ma salle, il a dit que, tu vois, et là, c'est compliqué parce qu'en fait, si on ne peut pas remonter à la source, comme dans le milieu, en particulier des sciences du sport, il y a beaucoup de choses qui peuvent être discutables très rapidement parce qu'on n'a pas la chance d'avoir des études avec 1 millier de personnes en fait. Si on a 15-20 personnes sur des protocoles compliqués ou avec des athlètes de haut niveau, c'est bien. Et il faut qu'on s'en contente. Donc après, il faut qu'on fasse des recoupements avec d'autres papiers. Essayer d'aller voir les méta-analyses quand il y en a pas forcément tout le temps. Regarder si les populations ciblées sont les bonnes, etc. Et donc, si on n'a pas la source, eh bien, l'affirmation, en fait, on ne peut pas la vérifier nous-mêmes. Et si on ne peut pas la vérifier nous-mêmes, alors on ne peut pas lui accorder du crédit. C'est pas parce qu'on pense que la personne est malhonnête, c'est parce que il y a tellement de variables que ça peut ne pas du tout être adapté ou la personne peut avoir loupé quelque chose en fait. Et cette question-là de louper quelque chose, c'est central dans l'approche que j'essaye d'avoir. Oui, parce que ça, on le dit pas assez souvent non plus, mais même quant à la source, c'est intéressant d'aller relire l'étude parce que 2 personnes ne lisent pas la même étude de la même façon. Mais oui. Bien souvent même, on voit ça c'est un truc qui me frappe assez dans les études, c'est que, surtout avec les compléments alimentaires, j'ai remarqué, tu as l'étude qui est conduite et les conclusions
ne devraient pas être celles qui sont de l'étude qui est conduite et qui est pourtant là, visible. Donc, il faut faire bien attention. Et c'est pour ça que moi, je ne fais pas que lire des études scientifiques, dire que c'est très bien de les lire, etc. Mais je considère que c'est très important de lire des gens qui décortiquent les études scientifiques. Surtout qu'il y a plein de plateformes où on a les commentaires, on a des trucs comme ça. C'est très intéressant. Et moi, par exemple, je suis abonné à des revues, des research reviews, en particulier Mass, qui est c'est vraiment très bien fait. Et en fait, ce qui est cool, c'est que non seulement c'est sur les papiers en eux-mêmes, mais aussi ça apprend la méthodologie pour le faire toi-même en fait. Parce que, mine de rien, quand tu lis des scientifiques qui décortiquent ça, et qui sont des gens très très sérieux d'ailleurs, et ben tu comprends qu'en fait tu peux te faire avoir vraiment facilement. Par exemple, un truc que je ne savais pas, parce que moi je suis un, comment dire, je suis juste un geek, un nerd, je ne suis pas quelqu'un qui est scientifique pile dans ce rayon-là. Un truc que je ne savais pas sur la créatine par exemple. La créatine qui est une substance qui permet d'augmenter nos réserves en fait en créatine phosphate, d'accord? C'est un complément alimentaire. C'est pas du tout du dopage ou quoi que ce soit, parce qu'en fait les réserves sont saturables. Donc comme elles sont saturables, si jamais on en prend trop, c'est juste ça part dans les toilettes quoi. Et donc la créatine permettant d'augmenter ça, il y a plein d'effets sur plein de choses et il y a des effets sur la cognition aussi. Tu vois? Et jusqu'alors je disais on a des effets sur la cognition, donc sachant que les végétariens ne consomment pas de créatine puisque c'est quelque chose qui se retrouve exclusivement dans la viande, peut-être qu'ils en bénéficieraient plus, d'accord? Donc moi c'était mon hypothèse là-dessus. Et en fait récemment, grâce aux commentaires d'un chercheur, j'ai compris que ça n'était pas le cas parce que les végétariens réussissent à avoir une synthèse endogène qui est suffisante, d'accord? Parce que très probablement il y a une espèce d'avantage évolutif à avoir toujours des niveaux de créatine qui soient importants dans le cerveau, là où il y a moins d'avantages évolutifs à consacrer notre synthèse endogène aux muscles. Donc on a des effets avec le muscle, mais quand on en prend en complémentation, mais pas nécessairement avec le cerveau. Et ça, ce sont des petites nuances que, tu vois, tu es obligé en fait de lire des gens qui sont spécialistes du domaine et qui sont capables d'un petit peu nuancer les papiers ou qui sont capables d'aller chercher cette information-là. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'on rencontre chez nous tous là, qui lisons de la littérature scientifique quand on peut, c'est qu'à un moment donné, on a une matière, on a l'impression qu'on peut composer avec, mais on n'a pas cette nuance qu'ont les chercheurs. Et donc c'est très difficile de ne pas tomber dans ce biais, de ne pas tomber dans ce piège, de créer de l'information par déduction, alors qu'en fait, on ne sait pas tout. Ça, c'est le problème majeur dans les sciences du sport, et en particulier les coachs qui essaient de vulgariser les sciences du sport. C'est-à-dire que, en fait, tu as une vision... Tu peux arriver, si jamais tu en as envie, tu peux arriver à prendre tel mécanisme, tel mécanisme, tel mécanisme, tel mécanisme, les agencer entre eux, et tu peux avoir la conclusion que tu veux, mais vraiment. Parce qu'en fait, la carte du métabolisme humain est tellement énorme. C'est un monstre, on va la montrer. C'est gigantesque, donc en fait, tu peux parfaitement isoler tout ce que tu veux et arriver aux conclusions que tu veux. Et c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, du coup, et pourquoi moi, j'ai une approche beaucoup plus empirique de la littérature scientifique, c'est de dire, ok, on teste le protocole de prendre, par exemple, ce complément alimentaire et on regarde quel effet ça a. Évidemment, on a une hypothèse au départ parce qu'on a une hypothèse avec un mécanisme. Évidemment qu'il faut avoir une hypothèse, mais on ne dit pas que c'est la conclusion, tu vois. On prend ce test-là, ce mécanisme-là, pardon, on le teste et ensuite on regarde si ça marche. Si ça marche, alors là, on peut dire « Ok, c'est probablement dû au mécanisme. » D'accord? Mais on ne peut pas dire « Tiens, j'ai ce mécanisme, ça, je les assemble, ça va marcher comme ça. Allez, je te vends ma méthode, elle est super, elle est révolutionnaire. » Ça ne marche pas. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça assez rigolo parce que, en tant que sceptique maintenant, on dit que j'ai une démarche de rationaliste. Et nous, en fait, dans le milieu des sciences du sport, on a plutôt tendance à considérer que les gens qui font ça, qui sont des espèces de mécanisticiens, sont des rationalistes. Et donc, je me définis vraiment pas comme ça. Je me définis plutôt comme un empirique. Donc, c'est rigolo de voir, évidemment je ne suis pas spécialiste en philosophie, mais évidemment qu'en épistémologie,
peut-être que je m'y connais un peu plus, mais pas beaucoup. Et du coup, dans l'idée, je veux pas du tout confondre les deux. Hein. Ce sont deux choses différentes, rationalisme à ce niveau-là, mais c'est rigolo de voir que je suis pas rentré vraiment dans le scepticisme comme peut-être la majorité des autres zététiciens. C'est assez fou, c'est pour ça aussi que je tenais beaucoup à t'inviter, en dehors du fait que j'aime beaucoup ce que tu fais et j'aime beaucoup ta présence sur les réseaux sociaux. Même si parfois, bon, hein. Je citerai pas une certaine plateforme qui gazouille et qui nous amène tous dans nos derniers retranchements. Oui. C'est que voilà, ça élargit, ça montre, c'est une démonstration claire de l'élargissement du spectre de la zététique. C'est pas juste les phénomènes paranormaux, c'est pas juste même la médecine, c'est carrément des trucs comme le sport. Ça pourrait aller dans tous les domaines en fait, tous les domaines qui sont concernés par une certaine rigueur en fait, le besoin d'une information fiable. C'est par là moi que j'y suis arrivé, hein. Vraiment c'est le besoin d'une information fiable. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu transmettre. Je pense que, moi c'est ma vision en tout cas des choses, la zététique c'est aussi une vraie volonté de transmission. C'est-à-dire que moi, si je fais du debunk maintenant, c'est parce que je ne peux pas juste d'un côté avoir donné des informations et pas à côté enlever les informations négatives. Et c'est vrai que j'essaie d'avoir un équilibre sur ma chaîne. Alors, en ce moment, c'est beaucoup de debunk parce que il y a beaucoup de bêtises qui sortent vraiment là en ce moment. Il y a des choses. Là, je sais pas si tu as vu. Idriss Aberkan s'est mis à dire des choses sur le sport. Mais lui, sur quoi ne s'est-il pas mis à dire des choses? C'est tout ça la question. Non mais je sais plus où donner de la tête moi. J'avais déjà tous les charlots à côté. Il y a Idriss qui est venu se rajouter. Voilà, tu vois, donc je peux pas une. Ouais, je peux pas, comment dire, laisser passer ça. Parce qu'en plus, il est allé parler sur probablement l'une des 3 plus grosses chaînes de fitness francophones. Voilà quoi, tu vois. Il n'a pas dit beaucoup de bêtises. Hein. Je tiens à le préciser. Il n'a pas dit beaucoup de bêtises, mais il est resté tellement flou et vague et en même temps en disant un peu de tout et son contraire que c'est compliqué de ne pas réagir là-dessus, tu vois. Bref, en plus en musculation, on a vraiment aussi cette espèce de gros complexe bizarre de l'homme sage. Et c'est pas qu'en muscu, ça. Oui, mais en muscu, il y a vraiment ce côté un peu Rafiki, tu vois, Rafiki dans Le Roi Lion. Ah oui, d'accord, pardon. le côté, oui, non, mais il a accumulé l'expérience et donc il sait, et il vaut mieux que les études scientifiques, etc. Et il rentre parfaitement dans le personnage, en fait, du gars qui, c'est un grand sachant, donc quand même, c'est intéressant. Paradoxalement, sa connaissance vient de la... Est-ce qu'on peut parler d'un effet Raoult, tu penses, à l'heure actuelle? Oui. Mais on est exactement là-dedans. Hein. Moi, je remarque que, par exemple, quelqu'un avec qui en ce moment on est un peu en brouille sur les réseaux sociaux, qui est Frédéric Delavier, c'est exactement le Didier Raoult de la musculation. Au niveau de la mentalité. J'entends pas au niveau de... Parce que Didier Raoult, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il a fait des choses au niveau académique quand même. Bien sûr. Voilà. Pas Delavier. Il a fait des choses qui ne sont pas bêtes et qui ont beaucoup de succès dans la communauté de la musculation, mais pas au niveau académique. Mais c'est au niveau de la façon d'aborder les connaissances, je pense et de la position un peu de grand Manitou, on est un peu dans le même délire quand même. Ouais. Il y a eu 2-3 contenus sceptiques à propos de Delavier, je vous les mets évidemment dans la description, et pas dans les fiches, ça sert à rien. Oui, les fiches, on peut mettre un nombre de trucs limité, on va s'économiser. Oui, c'est vrai. Super, écoute, mais alors, moi, il y a un truc, il y a une question que je pose toujours, je galère avec ma chemise parce que le micro est trop lourd. Il y a une question que je pose toujours à mes invités. J'ai remarqué qu'il y a 2 grandes catégories de sceptiques. Il y a ceux qui sont, on va dire, sceptiques de naissance et ceux qui sont devenus sceptiques suite à quelque chose. Alors, t'es dans quelle catégorie, toi? Moi, Est-ce que tu es d'accord avec cette catégorisation déjà? Oui, assez. C'est de l'a priori personnel, hein. Ça n'a rien de scientifique ces catégories. Hein. Alors, je vais dire quand même que je ne sais pas si on peut vraiment naître sceptique. Je pense qu'il y a toujours quand même un petit événement, un petit truc qui fait que, tu vois, ça attise un moment notre curiosité, mais on s'en souvient pas forcément. C'est surtout ça. En revanche, ça fait très longtemps que je le suis,
Et peut-être parce que je déteste qu'on me mente. Je déteste ça, profondément. Et j'ai un mal fou, en fait, une autre détestation profonde, c'est le fait de continuer à croire des choses et de les propager alors qu'elles sont fausses. Parce que du coup, je me sens responsable d'avoir propagé de la fausse information. Et ça m'énerve. Donc ça, j'ai ça. Moi, j'ai envie de dire, le premier événement sceptique dans ma vie qui a un peu déclenché ça, c'est le Père Noël. Tu vois? Ah d'accord. Ben oui, parce qu'en fait, moi, c'était ouf. C'est-à-dire que... T'es un traumatisé du Père Noël, un vrai. Mais enfin, quand je te dis un vrai traumatisé du Père Noël, c'est-à-dire que moi, ma mère a toujours fait des pieds et des mains pour moi. Elle a toujours pris soin de moi, mais ma mère même, mais d'une force. Enfin voilà, je souhaite ça à tout le monde parce que ça m'a donné une confiance en moi inébranlable. Et vraiment, ma mère, c'est quelqu'un de super. Ceci étant dit, bah du coup, moi, je la croyais sur parole tout le temps. Et quand elle me disait le Père Noël, voilà. Et le pire, c'est qu'ils ont même fait venir le Père Noël, qui était un ami de la famille déguisée évidemment, depuis le bois en face de chez nous. Donc on voyait pas le traîneau, machin, etc. Voilà, pour donner les cadeaux une année. Mais à quel moment j'allais croire qu'il n'existait pas? Je l'ai vu, en face de mes yeux. Donc le jour où ma mère, en plus elle était malade, je m'en souviens, voilà, je sais pas pourquoi, elle m'a amené, Gaïs, viens, le Père Noël n'existe pas. Et comment ça, je l'ai vu? Non, il n'existe pas. J'ai vécu ça comme une trahison, mais totale. Ah merde. Et oui, mais j'aime pas qu'on me mente, donc c'est comme ça, quoi. Et du coup, je pense peut-être ça a déclenché un peu ça. Ceci étant dit, je pense quand même pas avoir entamé des vraies démarches de scepticisme, etc. suite à ça. C'est juste que... Ça t'a mis une méfiance. Voilà, ça m'a mis une petite méfiance, mais ça va, je restais quand même globalement, on va dire, crédule sur un tas de choses. Et en fait, comme je déteste quand même qu'on me dise des bêtises, ben... j'ai toujours eu ce côté dans ma vie où, tu vois, genre, j'étais un peu l'adolescent un peu cynique, si tu veux, qui est un peu toujours, qui a des bonnes notes, mais qui est dans le fond de la classe et qui est en mode, ouais, d'accord, tu vois, et du coup, qui se laisse assez peu émerveiller par les choses, même s'il y avait des choses qui m'émerveillaient, hein, au niveau science, etc., expérience, je trouvais ça génial, j'adore les mangas, la pop culture, etc., mais... On en a parlé, on est deux grands amateurs de Gun, exactement. de Urasawa, exactement. et tous ces trucs-là. Donc il n'y a pas, genre, pas de place pour l'émerveillement. Il y en a plein, tu vois, genre j'adore les univers de fiction, mais j'ai assez peu de place pour le boniment. C'est-à-dire que quand on commence à m'emberlificoter l'esprit, je suis en mode... non. Donc quoi, alors par exemple, toi tu as quel âge maintenant? J'ai 28 ans. Tu as 28 ans. Ah, je peux pas aller chercher le 11 septembre. Non. Ça commence à dater le 11 septembre. Non, puis en fait, même si tu veux, genre, moi c'est quand ça a commencé un peu les théories du complot, c'est j'étais au lycée. Ouais. Et c'était, tu sais, les trucs genre Zeitgeist. Zeitgeist, oui, voilà, bien sûr, ça. Zeitgeist. Voilà, Zeitgeist, voilà, ce genre Comment de choses. t'as réagi à ces trucs-là, justement? Eh ben, j'étais très surpris, si tu veux. J'étais en mode, oh, ça a l'air fou. C'est incroyable, en fait, il y a ça qui se dit. Puis en fait, j'y ai pas accordé plus de crédit que ça, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est un truc qui existe peut-être, tu vois. Et j'ai pas été en mode, ah, je vais aller chercher des sources et tout. Mais tu t'es pas non plus dit, je vais y croire à fond. Non, j'étais en mode, putain, ça a l'air... En fait, j'ai toujours adoré apprendre, donc j'ai toujours accumulé plein de connaissances. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire les liens entre des choses et à me dire, non, ça, c'est pas probable. Et donc, en fait, quand j'ai découvert le scepticisme, si tu veux, le côté surtout zététique sur YouTube, la chose que je me suis dit, c'est pas « Oh là là, j'ai découvert une nouvelle méthode qui va me permettre d'appréhender le monde », c'est « Ah, mais les trucs auxquels je suis arrivé tout seul, bah, finalement, voilà, c'est ça exactement. Finalement, c'est formalisé, en fait, scientifiquement. Et ça, je ne le savais pas du tout. Et ça me fait ça aussi sur certains, tu vois, alors quand j'ai découvert le déterminisme de Spinoza, vraiment formellement, je me suis dit, ah bah, quand même, je suis pas fou, tu vois, et que des trucs un peu comme ça, enfin, j'étais arrivé pas forcément au même degré de précision, de conclusion, j'avais pas découvert le biais de confirmation tout seul ou des choses comme ça, mais j'étais quand même déjà dans cette démarche-là, et en fait, ça a un petit peu accéléré mes progrès, ça m'a surtout donné
comment dire, une base de référence. À chaque fois que je découvre un philosophe et que je me trouve dans ce cas de figure, je me dis « Ah super, comme ça j'aurais pas besoin de leur expliquer, je vais juste citer le nom du philosophe. » Et c'est exactement le même délire au niveau de tout ce qui est outil de l'esprit critique. Je vais être en mode « Ah bah là je pourrais dire biais de confirmation. Ah bah là je pourrais dire biais du survivant. Ah bah, » Et en fait, et même des fois j'apprends de nouveaux trucs, je me dis « Mais en fait c'était logique. Ah super, j'aurais pas besoin de refaire le raisonnement moi de mon côté. » Tu vois, et pas forcément pour l'expliquer, mais juste pour, tu vois, me l'expliquer à moi-même. Et du coup, ouais, c'est ça vraiment, mon parcours de sceptique, c'est vraiment construit, on va dire, en parallèle, en convergence, plutôt qu'en rupture. Ah, c'est pas mal ça. C'est un cas que j'ai pas encore vraiment entendu, cette configuration-là. Et est-ce que tu as cru en des trucs un peu chelous quand même sur ton parcours, des trucs un peu bien allumés, ou vraiment tu as toujours eu de la prudence dès que c'était trop... Dans le sport, j'ai cru des trucs. Ouais. Vraiment, au-delà en termes de théorie du complot, tu vois, pure, là, les choses comme ça, je pense La révélation pas. des pyramides. En fait, c'est comme tout, si tu veux, comme Zeitgeist, comme machin, la révélation des pyramides, je me suis dit, ça a l'air fou, tu vois, genre, mais j'en ai jamais, par exemple, j'ai jamais propagé à d'autres personnes. Je me suis jamais dit, ah, parce que j'ai vu un documentaire, ça y est, je suis expert du sujet. J'ai pu en parler, tu vois, en disant, ouais, ça a l'air fou et tout, voilà, mais c'est tout, quoi. J'ai jamais... Ça rappelle un peu Aurélien Porteau, qui était un peu dans cette optique-là aussi. Franchement, j'ai toujours été un peu, pas mesuré, mais en me disant, je vais pas connaître par cœur un sujet parce que j'ai vu un docu, tu vois. Il faut voir un peu tout le reste. Et en fait, c'est pour ça que j'ai jamais eu de mal à me départir de mes croyances. Parce que, tu vois, la révélation des pyramides, j'ai peut-être cru pendant un temps, tu vois, en me disant, c'est peut-être l'information la plus vraie là-dessus. Puis en fait, après, j'ai appris que c'était pas vrai. J'ai fait, oh bah c'est pas vrai. Effectivement, ça a beaucoup plus de sens dit comme ça. Et voilà, dans le sport, il y a eu un truc que j'ai cru. J'ai cru un chercheur contre tous. Il s'appelait Ray Peat. Et il a fait beaucoup de dégâts en France. Mais parce qu'il citait 12 000 études, vraiment. Et ce qu'il disait avait du sens d'un point de vue physiologique. Et j'étais incapable, parce que lui, il parlait de nutrition. Moi, je m'y connais beaucoup plus en sciences du sport. Nutrition, j'avance toujours à tâtons. Même si je donne des conseils nutrition, parce que je les fonde sur des études, etc. Et sur surtout le consensus des autres scientifiques. Mais en nutrition, toujours avancer à tâtons. Et quand même, genre, je voyais plein de gens qui relayaient ce qu'il disait ce chercheur-là. Ça avait l'air d'avoir du sens. Il était un peu seul contre tous, mais en même temps, je n'avais jamais vu quelqu'un le débunker. Je ne voyais pas de debunk formel de ce qu'il disait. Donc je me disais, il a probablement raison, tu vois. Ou en tout cas, il a peut-être pas totalement tort, même s'il disait des trucs aberrants. Hein. Maintenant, maintenant je trouverais ça aberrant, parce qu'en fait, maintenant que il y a eu un mec en nutrition qui s'appelle Vassilis Iliopoulos, qui a fait un master de nutrition et qui a été capable d'aller contre son biais de confirmation et de dire non mais en fait j'ai réévalué et c'est n'importe quoi ce qu'il raconte et je vais t'expliquer ça. Et là j'ai vu la lumière, j'ai fait enfin en fait, parce que ça semble beaucoup plus logique, je ne comprenais pas pourquoi il était contre tout le monde. Là ça y est, donc du coup grâce à lui j'ai réussi à comprendre. Mais voilà, il y a comment dire. Mais à part dans le sport, t'as pas eu de... À part dans le sport, je ne crois pas que j'ai cru à des trucs de fou. Tu vois, je vais même te dire un truc assez dingue, c'est que mon père est musulman, mais bien musulman. J'ai cru à Dieu, tu vois, genre l'islam, etc. quand j'étais petit. Et en fait, ça n'avait plus de sens à un moment. Mais pas parce que j'ai fait un truc de déconversion ou quoi. Ça avait juste plus de sens. Et ça s'est voilà délité. J'ai fait une école Steiner. Ah oui. Donc tu sors de chez Steiner. Voilà, je sors de chez Steiner. Alors on va juste préciser pour ceux qui connaissent pas, parce que sinon voilà. Donc la pédagogie Steiner est issue de l'anthroposophie. L'anthroposophie est un mouvement qui a été créé par Rudolf Steiner. Oui. C'est un truc de malade mental. C'est raciste, homophobe, mais au dernier des degrés. Hein. Je veux dire, j'ai lu des trucs qui m'ont choqué bien plus que les grands trucs choquants qu'on connaît. Ouais.
Voilà. C'est assez catastrophique. Quand on lit un peu, même quand on survole un peu les écrits de Steiner, il y a des trucs, tu dis, en gros, il considère qu'il y a des races élues, puis des races inférieures, puis des trucs assez voilà. Ça se retrouve pas dans l'école, hein. Je tiens à le préciser, c'est vraiment un pan particulier, Steiner, et pour le coup je l'ai super bien vécu, l'école Steiner, c'est-à-dire que, bah oui, t'es en classe de 15, hein, tu fais des trucs assez ouf, genre des pièces de théâtre, de la couture, de la peinture, toutes les après-midi limite tu fais une activité artistique, tu fais des services, donc du coup t'apprends la vie un petit peu à côté, les services c'est genre tu fais le ménage, machin, etc. T'as plein d'apports vraiment très positifs dans une école Steiner. Moi, encore une fois, je l'ai très très bien vécu. Mais du coup, on essaie quand même de te faire un peu rentrer des trucs un peu religieux, un peu, voilà. Tu dois faire une prière tous les matins. T'as des trucs un peu chelous quand même chez Steiner. Et je suis jamais rentré dedans, en fait. Mais pour te donner un ordre d'idée, maintenant, ma mère, à l'époque, elle ne l'était pas, mais maintenant, ma mère est non seulement prof, mais elle est aussi formatrice de prof chez Steiner. Donc, elle est encore bien dedans. Je n'ai jamais été... Je n'y ai pas, je ne suis pas rentré là-dedans. C'est étrange parce que bien souvent, quand on est dans un milieu familial relativement croyant, eh ben, en fait, on suit cette mouvance. Mais toi, le Père Noël, t'as vraiment dézingué. Ça m'a... Tu veux vraiment y tenir. Hein, mais en fait, c'est quand... Moi, vraiment, encore une fois, j'ai un vrai problème avec la trahison. Mais un vrai problème avec ça. C'est-à-dire que les trucs les pires que j'ai vécu dans ma vie, c'était des trahisons. Mais de loin, quoi. Genre, je le vis super mal. Et le fait que la personne en qui j'avais le plus confiance au monde, c'est-à-dire ma mère, me fait ça, j'étais en mode, mais en fait, tout le monde peut me le faire, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Ah, si ta mère peut le faire, effectivement. Ouais, c'est ça. Il faut avoir confiance en personne, quoi, tu vois. Et mine de rien, ça m'a encore une fois rendu service. Donc, encore une fois, merci à ma maman. Mais tu vois, dans l'idée... Je le fais à ma fille. Hein. Donc, je le fais à ma fille, c'est son premier complot. Ouais, voilà. Mais c'est presque salutaire. Enfin, c'est salutaire en fait. Parce qu'il faut aussi avoir un peu ce côté de méfiance. Alors évidemment, pas trop. Parce que moi je pense que quand même si avec ton gamin il peut jamais être sûr de quoi que ce soit, ça devient compliqué. Non, il faut voilà, il y a un très bon ouvrage que je recommande d'ailleurs, c'est Zach et Zoé. La petite BD de Jean-Michel Abrassard et de... Ah, j'ai oublié le nom du dessinateur, pardonne-moi. Pardonne-moi, très bon dessinateur. Ouais, bon dessinateur. Voilà, de toute façon, c'est écrit sur l'écran. Et je ne sais pas s'ils ont encore des exemplaires en vente, mais si c'est possible, je mets tout dans la description. C'est très très bon pour les enfants, c'est très pédagogique. Et il y a une BD spécialement dédiée au Père Noël, aux questions que ça représente, qui n'est ni pour ni contre. Vraiment très très bonne cam. Il y a plein de... De façon générale, Jean-Michel produit des contenus quand même très, très quali. Jean-Michel, c'est... Ouais. C'est pas pour rien qu'il est aussi dans la playlist Mr. Who. Allez voir d'ailleurs la conversation que j'ai eue avec lui, vous apprendrez des tas de trucs très drôles. Jean-Michel, qui a été une de mes portes d'entrée dans le monde sceptique. C'est vrai ? Ouais. Ça, j'allais te demander comment ça s'est passé. T'as vu quoi en premier ? À quel moment tu t'es dit, putain, mais il y a une communauté, j'ai envie de les rencontrer Alors attention, oui, pardon, je parlais de porte d'entrée. C'est en fait Jérémy Royot, qui bosse avec Jean-Michel Abrassard, qui m'a invité sur le podcast Attends, c'est quoi ? Le balado. Le balado, voilà, c'est ça, je cherchais le terme. Voilà. Scepticisme scientifique. Scepticisme scientifique, c'est ça. Le balado de la science et la raison. Voilà, exactement. Là, pour le coup, ça va être dans les fiches et dans la description. C'est pour toi de la vie. et donc, du coup, qui m'a invité en premier, c'est pour ça. Mais là, c'était. Mais mon entrée, ma découverte des contenus sceptiques, c'était avant tout la tronche en biais. Voilà, j'ai eu la tronche en biais, évidemment. Comme toujours. Hygiène mentale aussi. Voilà, les deux piliers, on va dire. Et puis après, du coup, j'ai trouvé ça super. J'ai été invité par quelques sceptiques, tu vois. Voilà. Mais j'étais en mode, c'est dommage qu'ils sachent pas que j'existe. Parce que moi, j'aimerais bien les rencontrer, ces gens-là. Et en même temps, tu vois, genre... J'avais pas du tout de syndrome de l'imposteur, mais je savais pas du tout comment accéder en fait à ça. Et une fois, j'ai pété un câble sur Instagram parce que je fais beaucoup de stories par jour sur Instagram. J'ai pété un câble et j'ai dit, mais j'ai fait une story comme ça, je fais en taguant Thomas Durand, tu vois, et j'ai dit, mais enfin, c'est bien de faire des trucs sur le paranormal et tout. Franchement, il y a besoin, génial et tout. Mais en vrai, ça touche pas la vie des gens.
au bout d'un moment, ce qui touche la vie des gens, c'est la nutrition, le sport, la santé. J'ai dit, pourquoi on voit pas plus de ça, hein? J'étais en mode, mais j'étais pas... J'étais un peu en invective, mais j'étais pas en insulte, tu vois. Mais pourquoi on voit pas ça, hein? Ce serait bien quand même, tu vois. Et avec ce ton un peu là, ce serait bien hein, quand même. Et du coup, je me suis dit, je tape Thomas, il a 2000 abonnés sur Insta à l'époque, ou 3000, enfin je sais pas, c'est un tout petit compte, je suis sûr qu'il est jamais dessus, il va s'en foutre et tout. Il m'a répondu un DM, il m'a dit, bah nous on aimerait bien faire ça de plus en plus. J'ai fait, ah, ben moi j'ai une chaîne dessus. Et du coup, ça s'est de fil en aiguille, en fait, on en est venu à ce qu'on fasse pas un tronchant live, c'était un bénéfice du doute, enfin bon, un format live sur sport et superstition qu'on a préparé avec Thomas et un ami à moi qui s'appelle Mathias, qui est probablement la personne qui est la plus evidence-based que je connaisse au niveau du sport. Il a des petits soucis avec la vulgarisation, donc parce qu'il est extrêmement précis, donc des fois c'est pas forcément très accrocheur ce qu'il fait. Et oui. Mais pour moi c'est un génie quoi, hein. On en parlait tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui lit une étude scientifique, il est capable de la mémoriser entièrement en la lisant une seule fois. Oui, c'est lui qui a... Voilà. Et lui il est incroyable, extrêmement humble. Il ne se spécialise pas exactement sur les mêmes sujets que moi, donc quand même j'arrive à lui en apprendre de temps en temps, ça fait plaisir. Mais dans l'ensemble, c'est une des personnes à qui je me réfère en fait quand on fait des trucs ensemble, quand j'ai une question ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, le plus souvent, comme il a les connaissances là où je les ai pas, et que les discussions en fait avec lui sont toujours intéressantes, j'aime beaucoup discuter avec Mathias, donc je fais un peu de pub, Mathias Soulol. Il est beaucoup plus actif sur... et en fait, il est actif que sur Instagram, il a que Instagram. Mais enfin bon, bref, du coup, on a préparé ça ensemble. En plus, Mathias qui est un grand fan de tous les contenus sceptiques, voilà, faut le savoir. Là, pour le moment, c'est le premier à avoir réagi quand j'ai montré la photo de toi sur Instagram. Il a réagi direct, il fait « Oh, super !» Donc voilà. Et bref, du coup, le truc, c'est que je suis arrivé par là, dans le monde sceptique, un petit peu plus. Les gens ont commencé un petit peu plus à me connaître. Et puis, ce qui a vraiment été l'événement qui a fait que je me suis un peu plus intégré dans la communauté, voire maintenant intégré dans la communauté, on va le dire, ce sont les rencontres de l'esprit critique. Le REC, voilà. la deuxième édition. La deuxième édition, où j'ai un peu forcé pour venir, j'avoue. J'ai pas un peu forcé pour venir, c'est-à-dire que j'ai dit à Clément, qui en fait est mon coaché, tu sais, parce qu'il est venu me voir, il m'avait fait « Ah putain, il y a un sceptique qui fait du sport, voilà, ce serait super », et du coup, c'est mon coaché, et qui est co-organisateur, tu vois, du REC, et à Pauline aussi, Miss Pauline, qui s'occupait de faire du repérage aussi de gens, tu vois. On les salue tous les deux. Voilà. On fait comme chez Drucker. Exactement. Et si tu nous regardes. Et Pauline qui est quelqu'un d'adorable et qui en plus a vraiment voulu me mettre en avant beaucoup et qui a vraiment forcé aussi pour moi, je tiens à la remercier pour ça. J'en profite pour la mettre en avant ici. Allez voir, Miss Pauline. Et du coup, d'ailleurs, on dit Miss Pauline, mais je crois que c'est Miss Pauline parce qu'elle est, en fait, c'est MZ, mais en anglais c'est Miss en fait, et elle est toujours parce qu'elle est prof d'anglais en fait au départ. Oui, c'est pour ça qu'elle fait ça. Donc Miss Pauline. Voilà. Et du coup, ouais, elle m'a bien mis en avant, ce qui m'a permis de venir au REC. Et en fait, j'ai rencontré tout le monde. J'ai rencontré plein de gens pour de vrai. C'était génial, c'est vraiment génial. Beaucoup de gens parlent, tu vois, de l'événement désastreux à la fin du REC, qui pour moi n'était plus. Non mais de toute façon la vidéo va bientôt sortir, tout le monde va pouvoir se faire un avis. Voilà, c'est ça. L'événement désastreux, on saura qui s'est passé de nouveau sur gazouillis.com. Voilà, c'est ça. Mais enfin bon, bref, toujours est-il que tout le monde a parlé de ça, mais moi j'ai retenu des REC, enfin du REC, des REC, je sais jamais comment on dit. Mais en tout cas, j'ai retenu, ça m'a fait un bien fou en fait, parce que il faut savoir que dans la communauté du fitness, je suis hyper isolé. Parce que je débunk des gens. Et en fait, il y a deux... Ça n'aide pas à se faire des amis. Hein. Ça n'aide pas à se faire des amis dans les deux sens. C'est-à-dire que non seulement tu as les gens que je débunk, qui eux ne sont pas mes amis, voilà, mais pourtant je suis très mesuré dans mes propos. Je dis, moi aussi je fais des erreurs, je m'auto-débunk. Je trouve que tu es assez bienveillant, et voilà. En tout cas ce que moi j'appelle la bienveillance. Voilà. Qui n'est pas la même chose qu'être bêtement gentil. Voilà, c'est ça. Dans ma définition à moi en tout cas.
Mais non, je trouve tout cas, que tu as une bonne démarche. J'essaye de le faire, mais toujours est-il qu'ils le prennent quand même très mal parce que, et je peux le comprendre, ça attaque un peu leur business aussi. Et du coup, bah forcément, c'est pas... Voilà. Mais du coup, il y a ceux-là, et puis il y a ceux qui se disent, je veux pas être associé au mec qui fait des debunks, même si il est sympa. Et en fait, bah, cette espèce de grosse image de négativité qui fait que je suis assez isolé. En plus, dans une communauté qui s'intéresse relativement peu à la science, il y en a un, sinon j'aurais pas les abonnés que j'ai, mais il y en a quand même moins que certains qui préfèrent simplement le physique en fait de leurs idoles comme gage de qualité. Donc je me prenais beaucoup de torrents de haine, d'insultes, etc. Enfin bon, ça je gère, tu vois. Mais rien que le fait d'être non seulement, tu vois, un minimum apprécié au REC, mais aussi de rencontrer des gens sympas qui pensent un peu comme moi. Tu vois, pas forcément sur les mêmes sujets, mais qui ont le même état d'esprit. Waouh, c'était incroyable, des gens bienveillants et en plus qui ont cette espèce de fibre-là de la transmission et de l'exactitude. Pour moi, c'était un game changer. Et nous, tu nous as augmenté la masse musculaire totale de tout le panel. Donc, c'était très très cool. C'était super cool comme rencontre. C'est effectivement, donc on se connaît depuis pas très longtemps en fait. Hein, c'était quoi? C'était en avril le REC? Ouais, avril ou mai, je sais plus. En avril 2022, puisqu'on est sur Internet, on est intemporel. Hein. Ouais. Et c'était vraiment une très très belle rencontre. Mais est-ce que je me trompe si je dis, parce que moi je vois ça de l'extérieur, que le milieu du coaching sportif va surtout tourner autour de ce qu'on appelle le motivational speech, la capacité à avoir un propos qui a énormément d'aplomb et qui va générer de la motivation. Oui, il y a beaucoup de ça. En fait, le truc, c'est la plupart des gens viennent chercher de la motivation sur les contenus, mais il n'y a pas que ça non plus. C'est-à-dire que dans l'idée, s'ils venaient juste chercher de la motivation, alors les coachs leur donneraient juste de la motivation et en définitive, ce ne serait pas si grave que ça. Parce que de la motivation, même si je trouve que c'est assez con les vidéos motivation pour moi, hein, parce que vraiment c'est pas vraiment la motivation qui va te faire apprécier de faire du sport ou te faire faire ta séance de sport. En fait, c'est plutôt soit la discipline, soit le fait de te sentir compétent. Tu vois, dans tes séances, hein, parce que c'est ça, on le sait avec les modèles de changements comportementaux, c'est finalement ce qui va avoir le plus d'impact, c'est la self-efficacy. C'est en fait le fait de se sentir compétent en train de faire son activité. Si tu sens que tu es bon pendant que tu fais du sport, bah, tu auras envie d'en refaire et c'est ça qui va avoir une bonne adhésion sur les gens. Enfin bon, bref, du coup, moi j'aime pas trop les vidéos motivation, mais s'il y avait que des vidéos motivation, j'aurais rien à redire, basiquement. J'ai dû faire une vidéo en disant arrêtez les vidéos motivation, ça sert à rien, mais c'est tout, tu vois, genre je suis passé à autre chose. En revanche, il y a une sorte aussi de plus-value de connaissances. Les gens viennent chercher, un peu comme ils viennent chercher des tutos pour remplacer, je sais pas moi, les piles de sa télécommande, eh bien, ils viennent... Putain, je pense qu'il y a des tutos pour tout. Et si ça se trouve, il y a des télécommandes très compliquées. si je trouve un tuto pour remplacer ces piles de la télécommande, il est en description. Mais en gros, c'est un peu vu comme des tutos pour avoir des muscles, finalement, les contenus de coach. Et plus il faudrait qu'il y ait une espèce de science là-dedans, qui est une science de l'habillage. C'est-à-dire, il faut que ça ait l'air compliqué, suffisamment compliqué pour que ça ait une crédibilité, pas que ça le soit trop en pratique pour que les gens puissent le mettre en place. Il y a vachement d'espèces de critères à respecter, au-delà du simple aspect motivationnel, pour que tu aies une chaîne YouTube qui marche, tu vois. Et du coup, bah, y en a qui vont chercher à le faire de façon relativement honnête, même si ils se plantent, c'est pas grave, ils le font de façon honnête. Puis il y a ceux qui vont vraiment entre guillemets, s'en foutre finalement d'avoir une démarche honnête. Ils vont plutôt dire des trucs un peu, on va dire en mode oh, c'est mon expérience de terrain, mais bien l'habiller quoi. Moi je pense par exemple à des gens comme Frank Ropers. Je sais pas si tu vois qui c'est, Frank Ropers. C'est un type qui fait lui il s'est spécialisé en penchak silat, donc il fait de la self-défense.
Et il est... Tu m'écris, tu m'enverras l'orthographe. Hein, ah oui, c'est un art martial qu'il a introduit en France et c'est probablement l'un des plus hauts gradés en France. Il est très très connu hein, sur YouTube, il doit avoir plus d'1 million d'abonnés quoi. Et là, c'est une personne d'un âge, il doit avoir peut-être 60-65 ans. Il est tanké comme pas possible. Il fait de la self-défense, il maltraite un peu ses élèves et il est extrêmement fort d'un côté commercial. Et en fait, des fois, il donne des conseils muscu, des conseils santé, des conseils voilà, qui sont fondés un peu sur juste son expérience personnelle et du rien du tout. Et moi, j'appelle pas ça être sérieux et rigoureux, tu vois. Et puis à côté, tu as d'autres personnes, par exemple, genre Nassim Saïdi, qui lui essaye de fonder ses conseils sur des choses scientifiques un peu plus, essaye de faire un peu des recherches, etc. Sur la chaîne de Frank Ropers, en règle générale, je ne vais pas dire qu'il y a tout est mauvais, mais il y a plein de trucs qui sont ubuesques, genre ils te vendent, je sais pas si tu vois ce que c'est le plasma de Quinton, ça doit te parler. Non, même pas, en gros c'est de l'eau de mer qui est diluée en, on va dire, une dose d'eau de mer pour 2 doses d'eau et qui vendent à peu près 45 € la bouteille. Voilà. Et j'ai raté ma vocation, j'ai vraiment raté ma vocation, il n'y a rien à faire. Et lui, il te dit vraiment texto, oh là là, c'est super, mes performances, je me suis senti trop bien, j'en ai mis dans l'eau de ma famille, ils sont sentis trop bien et tout. Alors que j'ai fait une vidéo là-dessus, mais grosso modo, globalement, oui, ça va être utile parce qu'en fait, ça a la même osmolarité que ton plasma sanguin. Donc ça va être utile si jamais tu fais du sport, parce que quand tu perds de l'eau salée, en fait, qui va avoir grosso modo la même osmolarité que ton plasma. Mais ceci étant, tu peux parfaitement arriver au même résultat en prenant un petit peu de fruits, enfin un petit peu de jus de fruits, un petit peu de sel, tu le mets dans de l'eau et ça coûte moins cher. Et donc du coup, c'est peut-être meilleur pour la santé, tu risques moins de mettre des crasses dedans avec. Alors, oui et non, parce qu'en fait l'eau de mer, elle est filtrée, machin, tu sais, ouais, voilà. Ils vont pas dans la mer, gloup, hop, 45 balles. C'est exactement, mais elle est juste filtrée quoi. Hein. Ils te disent elle est pas trop filtrée non plus pour qu'il y ait quand même les oligo-éléments, enfin les micro-organismes, je sais pas trop. Ils parlent de dynamisation et tout. Oh merde. Voilà, tu vois, c'est pas, voilà. Mais il en la fait dynamisation, excuse-moi, la dynamisation, c'est cette espèce de mot très scientifique. Les laboratoires Velleda nous ont fait l'honneur de nous montrer ce que c'est. Voici ce qu'est la dynamisation. Merci. Voilà. Et donc dans l'ensemble, voilà. Mais lui, il en fait la promotion sur sa chaîne par exemple. Et à l'inverse, tu verras jamais Nassim faire ça. Pour autant, Nassim, des fois, il se plante. Il se plante pas qu'un peu. Je me souviens par exemple d'une fois où il avait fait une vidéo sur un muscle en particulier, et en fait, qui s'appelle le dentelé antérieur. Voilà. Et en fait, j'ai fait une vidéo debunk de cette vidéo-là. En bienveillance, parce que je l'aime bien Nassim, il vit à 400 mètres de chez moi et il fait 2 mètres et à peu près 100 kilos, donc j'ai intérêt à bien l'aimer. Voilà, j'ai intérêt à bien l'aimer. Mais... On t'aime bien Nassim. mais par exemple, dans cette vidéo-là, il dit à un moment que un muscle, enfin ce muscle-là, a l'action que fait ce muscle et son action opposée, ce qui n'est pas possible en fait. Et donc du coup, pour donner un ordre d'idée, il te dit que le dentelé antérieur intervient à la fois quand tu fais des tractions, d'accord, mais aussi quand tu fais des pompes. Non, ce n'est pas possible. En fait, le dentelé antérieur n'intervient quand tu fais des pompes, tu vois, genre en poussant ton omoplate, ta scapula le plus en avant possible. Mais du coup, c'est pas vrai en fait ce qu'il a dit. Et bon c'est quand même important de le dire parce que sinon les gens vont finir, ne savent plus vraiment sur quel pied danser, etc. Et du coup, je suis là aussi un petit peu pour faire ces debunks-là. Mais enfin, Alors comment ça s'est passé, par exemple, ce debunk-là? Ce debunk-là, c'est simplement, j'ai pris sa vidéo, j'ai regardé sa vidéo, je me suis dit, c'est pas possible de raconter ça, en fait, c'est totalement anti-anatomique. J'ai fait ma vidéo en disant, voilà, il y a ça qui est pas vrai, et ça se passe plutôt comme ça, en fait. Il n'y a pas vraiment, tu vois, pour le coup, il n'y a pas vraiment de recherche à faire, en fait. Hein. Tu as juste à ouvrir un bouquin de physio et à comprendre les actions musculaires, et voilà, enfin d'anatomie fonctionnelle plutôt que de physio. Alors il a répondu. Et voilà, ça c'est hyper intéressant et c'est ça que la chose sur laquelle je voulais arriver. Les gens ne répondent pas en fait. C'est-à-dire parce qu'en fait, l'autocorrection n'est pas quelque chose qui est dans la culture du fitness. Dans la culture de l'humanité tout court, je veux te dire. Hein. Mais particulièrement dans la culture du fitness parce que admettre qu'on a fait une erreur, c'est moins vendre. Et
ça, c'est vraiment la chose que je vais faire changer. C'est-à-dire que moi, je dis tout le temps, j'en ai fait des erreurs. J'en ferai encore. Je vais probablement lancer des lives sur lesquels je vais m'auto-débunker de mes anciennes vidéos parce que je regarde mes anciennes vidéos, des fois je câble. Je me dis, c'est pas possible de dire un truc comme ça. Et du coup, je pense que c'est vraiment l'important. Les sciences, de toute façon, évoluent. Donc, même... L'erreur est un des moteurs fondamentaux des sciences, quelles qu'elles soient. Mais oui. Et du coup, en fait, dans le fitness, il n'y a pas ça. Même si je m'entends au demeurant pas trop mal avec Nassim, Il va jamais faire un il démenti. ne fera jamais de démenti. Ce serait se tirer une balle dans le pied si la branche sur laquelle il est assis. Exactement. Et c'est ça pour tous. Tous. Il n'y en a pas un. J'ai eu des réactions virulentes à mes vidéos. J'ai eu des réponses. Je n'ai jamais eu une seule réponse d'un mec qui a dit « Ah ouais, ok, cool, effectivement, bon, bah, je vais corriger. » Ou même, je vais le mettre en commentaire épinglé. Jamais, rien, pas de correction, ça n'existe pas. Et c'est d'autant plus dur de faire le boulot que je fais parce que du coup, je me fais haïr, on va dire, parce que même bien involontairement, je tape sur le business des autres. Ouais, oui, non mais je vois très bien le truc dont tu parles, là, le petit syndrome, là, je l'identifie bien. Oui. Alors moi j'ai envie de jouer à mon petit jeu préféré. Ouais. On va revenir à quelque chose que tu aimes beaucoup, qui est fondateur chez toi, c'est donc Noël. Oui. Voilà, c'est Noël, tu es à table en famille. Oui. Et il y a ton bon tonton Hubert, tu sais. Mm-hmm. On sait qu'il est un peu obtus, on sait qu'il dit beaucoup de conneries, que les conversations peuvent très vite partir en cacahuète. Mm-hmm. Et tonton Hubert, il est à table, et il se retrouve que t'es père à ce moment-là. Oh. Et il est en train d'expliquer à ton enfant qu'il faut boire de l'eau de mer mélangée avec 2 portions d'eau normale, et qu'avec ça, il va se sentir mieux, etc. Ouais. Mais on est à table en famille. Mm-hmm. Comment tu fais? Bah, alors en fait, si j'ai fait de la musculation, c'est pour pouvoir lui coller une droite. Donc, donc voilà, au bout d'un moment, enfin, il faut un peu porter ses idées. Non, plus honnêtement, moi, ce que je pense que je fais, si je dois le gérer au niveau de ma famille, vraiment juste au niveau de ma famille, je pense que je ne dis rien pendant que l'interaction se fait. D'accord? Je ne vais pas interrompre l'interaction, etc. En revanche, une fois que mon enfant est parti, j'explique à Hubert, parce que moi, je connais ce domaine-là, je lui explique ça de la façon la plus pédagogique possible. C'est-à-dire, je ne vais pas arriver et lui dire « tu as tort ». Je vais arriver et lui dire « ah d'accord, où est-ce que tu as lu ça ?» Je vais essayer de pousser en fait les choses pour comprendre d'où vient la source de ce qu'il a dit. Et ensuite, je vais essayer de lui dire « voilà, moi, pour avoir lu, tu vois, ces choses-là, etc., je pense que c'est pas, comment dire, le plus adéquat, etc. Enfin, je vais essayer en fait de pousser les choses. Je sais pas si tu connais l'entretien épistémique, ça te dit quelque chose? Non. C'est un truc pas mal, je te conseille la chaîne de Monsieur Sam, il en parle, c'est vraiment sympa. Et pour le coup, je vais essayer d'avoir cette démarche-là d'entretien épistémique. Et je le dis pas au hasard, je vais essayer de le prendre un peu entre 4 yeux, même si on n'est pas entre 4 yeux un dîner de famille. En général, tu as quand même, tu vois, des conversations qui se... Voilà, et je vais essayer de l'avoir en fait à part pour lui expliquer les choses de cette façon-là. D'accord? Je le fais déjà en partie sur mon Discord. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent relativement bien intentionnés, hein, parce que quand c'est des foot de guerre et qu'ils arrivent et qu'ils me disent... En règle générale, je sais être piquant, tu l'as vu sur la plateforme à l'oiseau bleu, mais dans l'idée, quand les gens sont vraiment relativement bien intentionnés et qu'ils n'ont pas, voilà, je fais des sortes de micro-entretiens épistémiques. Évidemment, comme c'est en public, même si c'est sur Discord, c'est pas un vrai entretien épistémique, mais ça reste quand même dans la même forme d'approche, et j'essaie de faire ça, voilà. Et en définitive, en règle générale, je réussis à avoir un changement, puisque les gens qui propagent ça, de façon générale, surtout sur ce genre de choses au niveau de la santé, ils ont envie d'être plus, comment dire, renseignés niveau santé. Et si on leur présente les bons arguments, qu'on réussit à leur faire prendre conscience que c'est pas parce qu'ils ont cru quelque chose de mauvais que ce sont des débiles, et que la plupart du temps, ce qui marche bien, c'est « ah, moi aussi j'ai cru ça à un moment ». Mais en fait, même si on ne l'a jamais cru, hein, c'est pas grave, mais « ah, moi aussi j'ai cru ça à un moment », mais en fait, du coup, depuis que j'ai appris ça, eh ben,
je me suis remis en question et montrer qu'on a eu ce cheminement-là, en règle générale, ça veut dire que on ne considère pas que l'autre est bête d'avoir pensé ça. Et bon, bref, et ensuite, parce qu'il reste la question de mon enfant. Mon enfant, je lui aurais déjà dit au préalable qu'il ne faut pas trop écouter tout ce que dit tonton Hubert, déjà, d'une part, et en tout cas je l'espère, parce que moi je pense que vraiment l'esprit critique, ça s'éveille depuis tôt en fait. Et donc vraiment il y aura eu tout un travail préalable. Et si jamais il croit ce que lui a dit tonton Hubert, parce qu'on va quand même avoir une petite discussion après derrière, je dirais, tu vois, ce qu'il t'a dit là, bah, en fait, il n'était pas ultra bien renseigné. Mais voilà, mais je ne veux pas faire les choses dans comment dire, la confrontation brutale, etc. Ça ne sert à rien. Alors on va monter les enchères. Ouais. C'est pas tonton Hubert, c'est Ouais. son meilleur pote, sorti de nulle part, il l'a jamais vu. T'as pas pu coacher ton fils avant, Ouais. ou ta fille. Alors, Et le mec, il parle pas sur un domaine que tu connais, il parle sur un domaine que tu maîtrises mal, mais où tu sais qu'il a tort. Il est en train de convaincre toute ta famille à table qu'il faut pas se faire vacciner. Ah. Et tout le monde acquiesce, donc tu peux pas le prendre à part. Ouais. C'est maintenant ou jamais. Et ben, dans ce cas-là, je le débunk. À C'est-à-dire table comme ça, tu quittes à gâcher le repas de Noël. En fait, l'idée, c'est pas de le débunker en y allant, en étant en mode « tu dis n'importe quoi, machin, etc. » C'est j'apporte des arguments contraires parce que lui, il est obligé de sortir des arguments d'une façon posée. Et je veux être plus calme que lui, en fait. Je veux être plus calme que lui et expliquer les choses en disant « tu vois, moi, c'est pas du tout ce que j'ai entendu. » Et en fait, gagner la sympathie, parce que pour moi, ce qui est le plus important, plus que gagner les arguments, c'est de gagner la sympathie des personnes autour et de les faire rire, déjà d'une part, c'est-à-dire pas forcément tourner son discours en dérision, mais trouver des éléments Même drôles. surtout pas à la limite. Voilà, c'est ça. Mais trouver des éléments drôles pour mettre en fait tout le monde à côté de moi. Pas nécessairement contre lui, mais à côté de moi. Et l'idéal, ce serait de l'amener lui à côté de moi, avec moi. Mais dites-moi, monsieur Gaïs, c'est de la manipulation tout ça? C'est de l'influence. Tu t'en sors bien, tu t'en sors bien. Mais je recommande très sincèrement la lecture du guide Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Eh oui, un grand classique. Et pour moi, c'est très important parce que non seulement ça te donne des techniques, mais surtout ça permet de remettre en perspective c'est quoi la manipulation et pourquoi ce n'est qu'un outil. Tant qu'on est suffisamment, comment dire, conscient de ce qu'on fait, tant qu'on a les sources scientifiques de notre côté, etc., qu'on est capable d'un certain degré de remise en question, ce n'est pas grave d'utiliser certains outils. Il faut être capable de se remettre en question. Si c'est dogmatiquement pour vraiment convaincre sur notre point de vue, alors qu'on n'a pas des bases solides derrière, non, il ne faut pas le faire. Mais au-delà, ce n'est qu'un outil. Et je dirais même plus loin. Les charlots utilisent tous ces techniques-là. Pourquoi on leur laisse les meilleures techniques? Ce sont les meilleures techniques. Je suis d'accord. Donc oui, pour moi, c'est ça. Essayer de mettre les gens de mon côté et si je n'arrive pas à les convaincre que se vacciner, c'est bien, c'est pas grave. Mais je veux les laisser avec un doute en disant c'est peut-être pas bien de se vacciner. Et c'est déjà pas mal, en fait. Parce qu'après, derrière, si en plus derrière, ce que je peux faire, c'est... Parce que c'est ma famille, on a un groupe WhatsApp. Tout le monde a un groupe WhatsApp de famille. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc, du coup, comme on a un groupe WhatsApp, et ben après, je peux les amener vers une vidéo de quelqu'un de très pédagogue qui va expliquer des choses sur la vaccination. Et en fait, juste en envoyant ça dans le groupe famille, alors que lui, c'est un mec que j'ai jamais vu, donc il n'est pas dans mon groupe famille, je pourrais continuer à avoir cette influence positive. Tu vois les choses sur le temps long aussi, pas d'empressement. En fait, c'est surtout que c'est pas une question de voir sur le temps long, c'est qu'on ne peut pas presser quelqu'un à rejoindre notre avis, ce sera un effet contraire, un effet de réactance. À moins d'avoir des relations extrêmement proches avec cette personne-là, de pouvoir en fait s'engueuler avec cette personne-là de façon très forte, et pour autant qu'elle puisse reconnaître nos arguments. Ça, ce sont des relations que tu as avec 2,
3 personnes dans ta vie, grand max, sont tes meilleurs amis en fait. Et là, avec eux, tu peux vraiment te prendre la tête et tu peux vraiment réussir à les faire changer d'avis. Mais c'est une espèce d'équation comme ça, il faudrait qu'on arrive à la sortir, de plus tu es proche de quelqu'un, plus tu peux y aller avec des arguments virulents. Et ta famille, même si c'est ta famille, et ce sont censés être les personnes les plus proches de toi, en réalité, tu les connais moins bien que tes meilleurs potes. Bien sûr. Voilà. On va tout doucement arriver à la fin. Je vais te poser la question rituelle avec laquelle je termine en général ces entretiens. Et je vais te mettre une petite difficulté. Si tu ne trouves pas, c'est pas très grave. Vive le jump cut. Mais quelle est la dernière chose où tu t'es rendu compte que tu croyais une connerie? La dernière chose à laquelle je crois une connerie. Ah, il y a un truc qui m'est arrivé là. La créatine. Tu sais? La créatine. Bah oui, tu sais, On est dans ton registre, hein? Non mais oui, mais la créatine dans le cerveau. Tu sais, ce dont je t'ai parlé là. J'ai appris ça il y a 2 jours. Hein. D'accord. Et donc oui, voilà. Mais en fait, tous les jours, j'apprends, je modifie. Parce qu'en règle générale, maintenant, je commence à avoir une connaissance globale suffisante. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est ce qui me permet d'écrire mes vidéos relativement vite quand je me décide à les mettre. Voilà, c'est que comme moi, je lis en moyenne 2 heures par jour, dont au moins une étude scientifique, au moins une revue d'études scientifiques par des chercheurs compétents, un livre scientifique, 1 heure, voilà, etc. En fait, j'ai une base globale de connaissances qui fait que quand je me décide à faire un sujet, c'est le sujet qui s'impose à moi parce que j'ai suffisamment de références et pas l'inverse. C'est pour ça que tu me disais, oui, tu arrives toujours à trouver les références, machin, tu sources tout le temps. Mais oui, mais parce qu'en fait, c'est dans le sens inverse. Je fais pas des recherches pour une vidéo. J'ai toutes mes sources et j'en sors des vidéos. Et c'est, voilà. Donc du coup, oui, tous les jours, je modifie mes croyances avec une nouvelle étude qui va me faire dire, voilà, par exemple, typiquement aujourd'hui, voilà, j'ai lu une étude sur la pliométrie chez les joueurs de foot. Voilà. Non, pardon, l'isométrie chez les joueurs de foot. C'est mauvais! Et donc du coup, l'isométrie chez les joueurs de foot, je pensais que contraction isométrique, c'est tu fais une contraction et ton muscle ne bouge pas. Donc tu le fais forcer contre un objet inamovible. Eh bien, je pensais que ça n'aurait, sur des joueurs de foot entraînés qui avaient gagné des championnats, etc., ça ne changerait rien, tu vois, si on le comparait à un entraînement en dynamique, d'accord? L'incorporation de certains exos isométriques. Eh bien, c'est faux. En l'occurrence, il semblerait que c'est un avantage sur la vitesse de course et sur la hauteur de saut. D'accord. Voilà, donc c'est très très précis. Ah bah, c'est une mise à jour et c'est une étude qui est faite sur un effectif, mais genre il y avait 9 personnes dans chaque groupe. Il y avait 3 groupes, 9 personnes dans chaque groupe. Donc c'est encore à confirmer, il faut que j'aille regarder les références aussi qu'ils ont citées en disant que ça va dans le sens de la littérature. Mais c'est peut-être un pan sur lequel j'ai évolué. Voilà. D'accord. Eh ben dis donc, curieux et curieux, je ne peux que vous recommander d'aller voir Geek and Fit ou tous ces pseudonymes alternatifs possibles, imaginables. N'hésitez pas à en mettre en commentaire d'ailleurs des pseudonymes alternatifs. Si vous avez des bonnes idées, montrez-nous votre créativité. Je vais tous les lire et je réponds à tous les commentaires qui vont me faire mourir de rire. Allez-y. Voilà. Et à part YouTube, est-ce que tu as une autre activité qu'on peut recommander? Peut-être que tu fais du coaching réellement. On peut te contacter pour que tu sois notre coach personnel. Ah ben moi c'est de ça que je vis. Hein. C'est-à-dire que oui, je fais du coaching en ligne. Donc c'est-à-dire qu'en fait je propose des suivis sportifs. Ouais. Dans le sens où je fais le programme évidemment, mais surtout je fais tous les ajustements de programme pour améliorer, on va dire, la condition physique, mais aussi pour tout ce qui va être aussi une notion de préparation physique. Par exemple, là en ce moment, je suis en train de coacher un athlète qui a pour ambition d'être un athlète olympique en rowing, j'ai perdu le terme, en rameur, aviron. Voilà, c'est ça que je cherchais. Oui, donc voilà.
et puis il y a des gens qui viennent me voir parce que moi au départ je fais du kendo, qui est un art martial quand même, on n'a pas trop parlé, mais qui est un art martial japonais, et c'est mon grand truc le kendo dans la vie. Donc tous les gens qui font des arts martiaux historiques européens, en ce moment ils sont en train de venir me voir pour que je les coach, parce que c'est relativement proche au niveau des muscles travaillés, etc. Et que je connais relativement la préparation physique pour ça. Et aussi des transformations physiques, genre perte de graisse, prise de muscle, etc. Enfin bon, Ouais, vous voilà. allez voir tout le milieu zététique qui va devenir svelte, fit et magnifique. Ce sera grâce à Gaïs. Merci, c'est gentil. Gaïs, merci d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir. Je tenais vraiment à t'avoir dans ma petite collection de Pokémon. Et j'adore Pokémon. Dans Pokémon, Ouais. bon, voilà. Et ben voilà, curieuses et curieux, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans votre corps. Oui, oui, faites gaffe. Moi, j'ai l'habitude de dire, prends soin de toi et à la prochaine.